Bien, c'est un grand plaisir de vous retrouver ce matin pour ce qui est le traditionnel rendez-vous de présentation des résultats de la profession ou de la filière GIFAS. Et c'est comme toujours l'occasion d'échanges et de questions-réponses auxquelles on va se livrer tout à l'heure. Je suis ravi de le faire effectivement en présence de mes collègues ici autour de la table. Et il y aura également Patrick Daher, commissaire général du Salon du Bourget, qui viendra intervenir à la fin et qui est assis ici, parce que nous voulons faire du Salon du Bourget 2023 un très très grand cru après 4 années sans Salon du Bourget. Voilà, donc du 19 au 25 juin, rendez-vous au Salon du Bourget. Si on regarde derrière nous, alors en l'occurrence c'est vraiment derrière moi, puisqu'on a mis en place un système de backup sur les slides, donc je ne sais pas ce qu'on vous présente. Je suppose que Christophe va s'ajuster en même temps que je parle. Non, plus sérieusement, 2022 a été une année de reprise après 2020-2021, de remontée en puissance de l'ensemble des activités, donc vraiment de sortie de crise, et en particulier sur la demande, puisque sur la partie aviation civile, aviation commerciale, on voit une demande, c'est-à-dire en termes de passagers, de vols, qui revient à la fin de l'année presque au niveau de ce qui était le trafic aérien de 2019. Dans certaines géographies, on est même significativement au-dessus, et on est encore dans une dynamique de remontée avec l'ouverture de la Chine et le rattrapage en Europe et dans le reste de l'Asie en particulier. Donc on est dans une situation où la demande est revenue, où en revanche la remise en route des supply chains, de toute la filière fournisseurs sur des activités qui sont très lourdes en termes d'industrie, avec des supply chains très profondes, eh bien on n'est pas revenu au niveau de 2019. Et donc on a un écart entre la demande et l'offre qui génère cette tension sur la montée en cadence que vous connaissez tous et dont vous entendez tous parler, ou donc auquel vous contribuez même dans vos travaux, puisque c'est vraiment ça qui nous mobilise aujourd'hui. Mais ce qui me paraît important de partager, c'est qu'avec le recul qu'on peut avoir maintenant, on a réussi à être tous là au rendez-vous de la remontée en cadence, de la reprise, après une crise qui était existentielle. Donc le fonctionnement, en particulier dans la filière GIFAS ici en France, a permis que tout le monde soit là. On a mis en œuvre beaucoup de dispositifs, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et d'huile de coude à beaucoup de niveaux pour en être là, mais on est assez fiers d'avoir réussi à traverser cette plus grave crise de l'aviation, avec une conséquence aussi dans d'autres domaines que l'aviation commerciale, puisque sur le fonctionnement industriel, tout le monde a été impacté en étant tous présents. Si je passe à la planche qui présente le chiffre d'affaires de la profession, on est à 62,7 milliards d'euros de chiffre d'affaires de la profession, et on est à 65,8 milliards d'euros de commandes. Donc on est très fortement remonté en chiffre d'affaires cumulé de la profession, mais on est également avec un niveau de prise de commande supérieur à ce chiffre d'affaires. Donc on est passé en book-to-bill supérieur à 1, pour prendre une terminologie qu'on utilise beaucoup chez nous, et qui vraiment matérialise, montre, témoigne de cette reprise très dynamique, non seulement à court terme, mais aussi quand on regarde vers l'avenir. Et puis un chiffre d'affaires à l'exportation qui est à 40,9, donc presque 41 milliards d'euros. Donc une fois encore, une filière extrêmement exportatrice. Et vous voyez sur la prise de commande, on a également 75% à l'exportation. C'est ce qui fait d'ailleurs que sur 2022, nous restons la première filière contributrice à la balance commerciale, contribution positive à la balance commerciale française, avec de mémoire un peu plus de 23 milliards d'euros de contribution positive. C'est évidemment moins que les 31 milliards ou plus de 30 milliards qu'on avait en 2019, mais c'est beaucoup plus que le point bas qu'on a eu en 2020, qui était aux environs de 16 milliards d'euros de contribution positive à la balance commerciale, même en année de Covid, et qui nous a permis de rester, même en année de Covid, même en 2020, le premier contributeur positif à la balance commerciale française. Donc si on regarde la planche qui montre le petit histogramme, on voit qu'on n'est pas encore revenu au niveau de 2018 sur le chiffre d'affaires de la profession, avec une répartition qui est moins civile et plus défense que ce qu'elle était en 2018. Donc la défense contribue fortement à ce rattrapage,
mais on n'est pas encore arrivé aux 65,4 milliards d'euros de 2018, puisqu'on est à 62,7 en 2022, et on voit que c'est une crise qui est une crise de 4 ou 5 ans. Pour revenir au niveau qu'on avait connu, pour passer 2019, il va nous falloir encore du temps. Voilà. Néanmoins, on voit clairement la remontée. C'est des remontées qui sont significatives en termes de volume d'activité. Sur des activités industrielles, une fois encore avec des supply chains très profondes, et tout le monde est vraiment très tendu et très focalisé sur la réalisation de cette montée en cadence. Et si on regarde sur la page 5, ce que ça donne en termes de commandes aéronautiques, défense et espace, on voit clairement en 2020 une division par 2 des prises de commandes, avec une proportion très importante en 2020 de la défense. Et on voit qu'on remonte en 2022 à des niveaux supérieurs à ce qu'on avait en 2019, mais avec une proportion très très différente entre le commercial et la défense. C'est une année de prise de commande exceptionnelle en 2022 sur la défense. Et on pense qu'on va continuer à monter, mais la répartition va progressivement se rapprocher de ce qu'elle était avant crise. Voilà. Donc un niveau de prise de commande qui reflète un dynamisme très très fort, une compétitivité forte et un niveau d'activité à l'export extrêmement important de la filière. Si on regarde les activités civiles, le chiffre d'affaires ressort à 43,5 milliards d'euros, dont 31,6 milliards d'euros d'exportation, ce qui n'est pas une grande surprise, une proportion très très forte, et des commandes qui sont à hauteur de 26,3 milliards d'euros. Donc on n'est pas dans le civil encore revenu à un book-to-bill 1 en valeur. Donc ça reflète ce que je disais précédemment, que la prise de commande 2022 est très très fortement portée par la défense. Les activités de défense en termes de chiffre d'affaires sont en très léger recul, sont à peu près stables, et en termes de commandes sont à 39,6 milliards d'euros, presque 40 milliards d'euros, plus 44% à périmètre constant. Donc une fois encore, un niveau très très fort de prise de commande dans le domaine de la défense. Et si on fait un récapitulatif sur une page, chiffre d'affaires et commandes aéronautiques, espace et défense, donc l'ensemble de la profession, on voit le point bas en termes de chiffre d'affaires à 52,9 milliards en 2020, on est revenu à 62,7, et on voit sur les commandes que le creux a été beaucoup plus profond, mais qu'on a également effacé rapidement ce creux et qu'on est revenu en territoire positif. Ça reflète à nouveau le fait que la demande est revenue très très rapidement au niveau d'avant-crise, alors que la capacité à livrer, elle, met beaucoup plus de temps à se redresser et à se réorganiser. Je l'ai dit, 2022 a été une année de reprise et très très belle pour les commandes. Dans le civil, j'ai déjà eu l'occasion, dans une autre fonction, de commenter les prises de commandes 2022 de l'aviation commerciale. On a eu beaucoup de succès. Et on en a aussi d'ailleurs dès le début de l'année 2023. Sur la défense, il y a eu encore des succès majeurs des principaux programmes, que sont le Rafale, que sont les hélicoptères, et puis également en 2023 du succès hélicoptère civil en Chine. Dans le domaine de l'espace, et j'ai eu l'occasion de m'exprimer ici même au mois de janvier, on est effectivement très impacté par la situation de perte d'accès à l'espace ou de très forte réduction d'accès à l'espace en Europe. C'est vraiment le sujet sur lequel je vais revenir et sur lequel tous les yeux sont tournés pour retrouver une situation qui permette d'avoir cet accès souverain à l'espace et cet accès compétitif. Effectivement, planche numéro 10 pour nous, Christophe, on a appelé ça une filière spatiale à la croisée des chemins, et en fait, devant de grands challenges, de grands défis, un chiffre d'affaires qui est à 5,3 milliards d'euros, donc relativement satisfaisant, 19 000 emplois, mais ces problématiques d'accès à l'espace qui ont un impact également sur l'activité satellite, puisque une grande partie des satellites qui sont pris en commande et fabriqués par les Européens, et par les Français en particulier, sont destinés à être lancés par les lanceurs européens, et aujourd'hui ça pose des difficultés, il faut trouver des solutions de retardement ou de remplacement. J'ai une planche numéro 11 sur l'emploi, le recrutement, mais en fait on en a une autre un peu plus tard, et c'est Clémentine qui va nous guider à travers les principaux enseignements de 2022 et la perspective 2023 sur l'emploi. Et
Et je suppose que Patrick en dira peut-être aussi quelques mots, puisqu'on veut faire du Bourget un moment phare sur ces dimensions-là. Un autre enjeu important à côté de la montée en cadence, c'est celui de la souveraineté. Il est commun à tous les secteurs de la filière, aérospace, aviation et aéronautique, défense et espace, avec des dimensions qui sont un petit peu différentes, mais avec toujours la compréhension qu'il faut être capable de maîtriser sa capacité d'accès à des produits et des services dans le domaine civil et militaire, dans un monde qui est complexe, dans un monde qui est changeant, dans un monde qui est conflictuel, et où des ruptures peuvent arriver et un certain nombre de changements importants peuvent se présenter, de nature géopolitique, diplomatique, ou simplement des disruptions comme on a connu avec le Covid. Et donc, il faut être beaucoup plus résilient. Et la résilience pour ces domaines-là, ça s'appelle la souveraineté, c'est la capacité à maîtriser son propre destin sur les éléments stratégiques et clés d'intervention. Donc c'est un domaine sur lequel chaque filière ou sous-filière a ses spécificités, et on a eu l'occasion d'en parler déjà pas mal ici, donc je répondrai à vos questions si vous avez des points supplémentaires, mais on voit que c'est une préoccupation croissante pour l'ensemble des acteurs, que ce soit les clients ou les fournisseurs de la filière. Je l'ai dit, on est sur une situation de retour de la demande dans le domaine du trafic aérien à peu près au niveau de 2019. Alors c'est le cas aujourd'hui en 2023, début 2023, on est revenu au niveau de 2019, avec une structure du trafic aérien qui est quand même assez différente, et en particulier au niveau géographique, mais avec un rattrapage très rapide, et donc avec un potentiel pour maintenant monter significativement au-dessus des points de référence pré-Covid, d'avant le Covid, et on est à nouveau sur une trajectoire de croissance plus modérée que celle qu'on imaginait avant le Covid, mais pas beaucoup plus. En revanche, avec beaucoup plus de remplacement et beaucoup plus de renouvellement et moins de croissance. Donc on voit là toute la pression de la compétitivité, de la réduction des consommations de carburant et aussi la pression sur les émissions de carbone. L'aviation d'affaires en forte croissance, mais avec des différentiels assez forts suivant les régions. Cette planche numéro 14 a vocation à résumer ou à illustrer les deux enjeux majeurs qu'on a à conduire en même temps et qu'on conduit en même temps, qui sont celui de la montée en cadence, d'une part, dont je viens de parler, et également celui de la décarbonation de notre secteur, avec beaucoup de choses qui se passent en ce moment, en Europe, aux États-Unis, et également, peut-être de façon moins structurée et moins visible, mais de façon très active également, en Chine, dont on revient pour un certain nombre d'entre nous il y a 15 jours. Et donc on voit que ce sujet de la décarbonation est vraiment passé de la compréhension aux intentions, aux actes. Et c'est très rassurant, c'est aussi très compliqué, parce que c'est beaucoup de choses avec de la réglementation, des investissements, des carburants, et des choses qui sont très différentes de ce qu'on avait fait jusque-là. Et un effort de R&T, donc de technologie, d'innovation, complètement inégalé, parce que la vitesse à laquelle cette décarbonation doit avoir lieu, parce que les technologies qui sont impliquées pour réussir la décarbonation sont très nombreuses et très différentes de ce qu'elles étaient précédemment. On n'est pas dans une logique de continuité, et donc on a un effort en R&T très important, à la fois industriel et également de la force publique. Et en France, il s'agit du CORAC, pour lequel la filière a eu un soutien très fort et continue à compter sur un soutien très fort dans le futur, parce que c'est un investissement gagnant-gagnant pour tout le monde. Quand on fait 30 milliards d'euros de contribution positive à la balance commerciale, on est effectivement aujourd'hui considéré comme un acteur majeur de l'économie en France, à juste titre, et donc préparer le fait que dans une aviation décarbonée, on soit encore dans cette position et encore capable de contribuer autant finalement à la société, c'est un enjeu important pour tout le monde, y compris pour le gouvernement. Dans le domaine militaire, eh bien, la défense est remontée très haut en visibilité, en priorité avec ce qui se passe en Ukraine depuis maintenant un peu plus d'un an. On a eu retour de combat à haute intensité juste à côté de nous, au
portes de l'Europe, ou même en Europe, suivant la définition qu'on donne à l'Europe. Et donc, aujourd'hui, l'actualité est brûlante sur ce sujet, une nouvelle programmation de l'effort de défense en France, une LPM qui marque un effort très très important d'augmentation des dépenses et de soutien à l'effort de défense en général et à la BITD en particulier, dans un contexte qui évolue aussi au niveau réglementaire, puisqu'on était face à des difficultés sur la taxonomie, sur la pression négative sur le financement des activités de défense en Europe. Et on voit que le terrain est en train de rebasculer dans l'autre sens. Je pense qu'on n'est pas du tout arrivé là où on devrait être, mais il y a une compréhension beaucoup plus large et commune du fait que financer la défense, c'est absolument essentiel pour assurer la sécurité de nos démocraties et donc la capacité à faire des transformations de société ou des transformations sur les énergies et sur les industries dans le domaine de la protection du climat. Sur l'espace, on a des enjeux absolument majeurs sur 2023-2024. Beaucoup d'argent public qui est mis en Europe et en France, et la ministérielle a montré que c'était à nouveau le cas. Des grands programmes européens, des grands programmes nationaux également, un rôle de l'espace réaffirmé dans la communication, la sécurisation, l'observation de la Terre et d'autres domaines de recherche et scientifiques. Une importance absolument essentielle à retrouver un chemin collégial sur l'accès à l'espace, sur les lanceurs, dans la situation où on a perdu Soyouz à cause de l'attaque russe sur l'Ukraine et l'accident, le crash de Vega C à la fin de l'année dernière, qui nous met dans la situation que vous connaissez et qui appelle à regarder à nouveau la situation pour se remettre tous ensemble autour de la table, ce que je dis, pas pour la première fois et peut-être pas pour la dernière fois, mais on voit que le train a commencé à se mettre en route et donc on voit des signes positifs dans ce domaine. C'est peut-être tout ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là. Je vais maintenant donc passer la parole à Clémentine sur un sujet qui nous occupe beaucoup et qui nous passionne, qui est celui du recrutement, de l'emploi, pour trouver les bras, les cerveaux, tous les hommes et les femmes qui vont nous permettre de faire tout ce qu'on a, tout ce que je viens de décrire et qui est très positif pour le futur, mais qui entraîne un certain nombre de challenges. Clémentine. Oui, tout à fait, merci Guillaume. Bonjour à tous. Donc petit point chiffre sur l'emploi dans la filière. Donc on est sur 195 000 emplois en fin 2022. Il reste, le chemin parcouru, c'était 18 000 embauches l'année dernière. Devant nous, pour 2023, c'est 25 000 encore supplémentaires. Donc un vrai challenge qu'on a déjà bien relevé en 2022, mais qui reste devant nous. On a des PME qui n'arrivent pas à faire tourner leurs équipements aujourd'hui parce qu'ils n'ont personne à mettre dessus. Donc c'est une vraie galère et c'est ce qui tend le plus la reprise et la capacité de la filière à produire. Donc qu'est-ce que le GIFAS, la filière, a mis en œuvre? Aujourd'hui, on a le site Aéro-Recrute, donc qui va être vraiment mis en lumière également au Bourget, qui est en place depuis avril l'année dernière, et qui permet aux entreprises d'avoir un portail avec leurs offres d'emploi, des vidéos, des trucs sympas pour attirer les talents et que chaque demandeur d'emploi puisse se loguer avec une information. On a organisé des job dating dans les territoires avec les pôles, les clusters, enfin toutes les entreprises pour aller chercher de la main-d'œuvre et créer des événements pour attirer les talents. Le salon du Bourget, Patrick en parlera, mais on a prévu quand même 3 jours avec des entrées gratuites pour tous les demandeurs d'emploi et les étudiants. Et voilà. Et du coup, une charte également, une convention qui va être signée avec Pôle emploi dans le cadre du Bourget pour 3 ans, permettant une meilleure information et une meilleure intégration dans les territoires de toutes les demandes qui peuvent être faites par les entreprises. Et également au Bourget, l'avion des métiers, qui est une surface ou une animation qui va être faite autour des métiers de l'aéro. Alors les métiers en tension aujourd'hui, c'est principalement des ajusteurs, des opérateurs commandes numériques, des chaudronniers, enfin essentiellement dans le métier de la métallurgie. Au niveau des ingénieurs, je pense qu'on est pas mal couvert et on arrive à recruter, mais c'est vraiment au niveau des opérateurs et des techniciens qu'on a du mal à trouver de la main-d'œuvre. Et on le voit d'ailleurs dans le remplissage des écoles, puisque c'est des métiers qui ont du mal à attirer. Donc il faut pousser nos jeunes à rentrer dans ces écoles parce qu'aujourd'hui, elles ne sont pas remplies et ça permettrait de pourvoir tous les jobs qui sont à pourvoir. Les outils sont en place, mais pas les candidats. D'où le grand événement autour du Bourget pour attirer ces jeunes. On a
On a des écoles en Normandie qui amènent des cars par car complet pendant le Bourget des jeunes pour leur montrer ce que c'est que l'aéro et comment c'est sympa. Donc on va mettre vraiment en lumière l'attractivité de notre industrie, parce qu'on est quand même sur un terrain de jeu qui est plutôt sympathique pour les jeunes aujourd'hui. Voilà, bon, vous avez tous les chiffres sinon sur le slide, donc je ne m'étendrai pas plus, à part s'il y a des questions. Ah, la petite carte. Bon, bah là, c'est pour vous montrer qu'il y a des jobs en Bretagne. Il y a beaucoup dans la région parisienne. Non, mais elle est sympa cette carte parce qu'on est vraiment sur une répartition à l'échelle nationale des emplois et mine que rien, la vie est belle parfois en dehors des grandes métropoles. Donc, je vous invite à faire la promo de tous ces beaux territoires dans lesquels tous les petits jeunes peuvent aller s'installer avec des super salaires. Didier, supply chain. Alors, la supply chain 2022 a été une année qui a été difficile, mais quand on réalise maintenant avec un peu de recul d'où on vient, c'est-à-dire qu'on a quand même eu une crise existentielle et on est passé près du gouffre, on se rend compte de l'extraordinaire chance qu'on a d'avoir une filière structurée, d'avoir un GIFAS qui a, dès le début, mis en place des outils, d'abord pour absorber, encaisser la crise autant que possible, et qui surtout a décidé de pérenniser ces outils pour nous aider à sortir de cette crise. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Une task force qui réunit les donneurs d'ordre, les équipementiers, les PME tous les mois, qui permet de suivre et d'éviter les accidents de parcours, parce qu'on a une supply chain tellement intégrée qu'un seul maillon de la chaîne qui casse, c'est l'ensemble de la chaîne qui est fragilisé. Et donc on a continué à maintenir ces instances extraordinaires au sens propre du terme pour nous permettre d'éviter les accidents. On a la grande chance de n'avoir eu aucune faillite dans la supply chain qui aurait mis à mal l'ensemble de la production. On a déjà des consolidations, plus de 60 consolidations qui ont été faites grâce au fonds qui a été mis en place avec le financement des donneurs d'ordre et de BPI, qui est piloté par ACE, vous savez, qui a fait 20% de ces 60 consolidations, mais ça veut dire que l'ensemble du moment s'est mis en marche. Et on a décidé, fin 2022 et pour 2023, de rajouter à l'objectif d'éviter que les maillons faibles ne cassent, de rajouter aussi, d'aider l'ensemble de la supply chain à supporter le ramp-up, parce que c'est vital pour nous. Guillaume vous a montré les chiffres. On est encore loin en termes de production des années. Ça nous prendra 5 ans pour sortir réellement de cette crise. Et cette chance extraordinaire qu'on a d'avoir une profession aussi solidaire et aussi organisée fait qu'on est confiant sur l'avenir, même si, ne nous cachons pas derrière notre droit, 2023 sera encore une année compliquée en termes de production. Il y a une fantastique sortie de crise de la demande. On est encore dans la crise de l'offre. Et elle est fortement aidée et accompagnée par ce que la profession fait, ce qu'on présente aujourd'hui à cette table, et bien ce qui donne de l'espoir sur le fait qu'on va sortir de la crise. On va encore avoir une année turbulente en 2023 probablement, mais on voit déjà la lumière au bout du tunnel. Et c'est cet ensemble de soutien des donneurs d'ordre aux plus petites PME qui fait qu'on est confiant sur le fait qu'on a quand même la chance d'être dans un secteur qui a une force d'achat, une force de perspective de marché extraordinaire, une révolution technologique à faire qui va rebouleverser les choses et qui va aussi nous permettre d'attirer les talents les plus modernes par rapport à ça. Donc on a des enjeux fabuleux, on a des perspectives de business fabuleuses, et c'est ça qui nous donne la motivation d'avancer et de continuer. Merci Didier. Une dernière planche qui va me permettre de partager avec vous quelques perspectives sur la partie décarbonation avant de passer la parole à Patrick sur le Salon du Bourget. On a donc 2 enjeux principaux. Un qui est celui de la montée en cadence, on en a parlé dans ses différentes dimensions. Le deuxième qui est celui de la décarbonation. L'aviation, c'est 2%, 2 à 3% des émissions de carbone, donc c'est considérable. Un peu avant le Covid, on s'est mis en route pour construire une feuille de route de décarbonation qui était encore très incertaine, et on a eu le succès à la fin de l'année dernière d'avoir l'adoption par l'OACI, et donc toute l'assemblée des pays qui contribuent à l'OACI, d'une feuille de route avec ce qui s'appelle les Long Term Aspirational Goals, de décarboner, d'être net zéro en 2050, et les mécanismes, ou le mécanisme qui s'appelle Corsia, qui va contribuer à organiser le marché du carbone dans l'aviation progressivement
pour arriver à cet objectif. Et les grandes plaques, en particulier l'Europe, mais les États-Unis aussi avec leur dispositif, sont en train de se mettre en route avec tous les acteurs, et en particulier les compagnies aériennes qui vont être celles qui vont devoir exécuter cette feuille de route, mais évidemment les constructeurs et l'ensemble de la partie aéronautique, aérospace, qui va amener les solutions pour exécuter cette feuille de route de la décarbonation. Et aujourd'hui, on est vraiment dans cette mise en route, et on voit avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment d'actualité en ce moment à Bruxelles avec le Net Zero Industry Act, la réponse à IRA, qui était lui-même une réponse à Fit for 55 et à la démarche de décarbonisation européenne. Donc les régulateurs, les grandes plaques sont en route pour essayer de mettre en place les dispositifs et de régulation et de soutien, de subvention en l'occurrence en particulier pour les États-Unis, pour rendre cette feuille de route une réalité. Et c'est dans cette feuille de route qu'on s'inscrit aussi, tous ensemble, tous les acteurs, sachant qu'il y a des briques qui sont assez accessibles et dont on voit bien comment on va y arriver, d'autres qui sont plus difficiles, en particulier l'accélération sur la production et la consommation des carburants durables pour l'aviation, qui est vraiment le gros sujet d'activité en ce moment, parce que c'est celui où il y a encore beaucoup à bâtir, et qui en fait ne fait que refléter le fait que la transition climatique, c'est la décarbonation de l'ensemble du secteur énergétique. L'aviation est un des consommateurs d'énergie, donc a sa transformation à faire avec ses énergies, mais c'est tout le secteur énergétique qui est à décarboner, et c'est ça la grande transformation qui est en cours et pour lequel il y a une course de vitesse par rapport à l'augmentation de la température de la Terre. Donc voilà, ces deux grands objectifs. Je ne vais pas vous refaire la feuille de route de l'aviation décarbonée, parce que j'ai l'impression qu'on l'a fait presque tous les jours, enfin tous les jours d'ailleurs en l'occurrence, en ce moment ce qui me concerne, mais si vous avez des questions, j'y répondrai évidemment avec grand plaisir. Et on ne prétend pas que tout est facile et tout est écrit, mais en tout cas, on a une feuille de route et on est ravis de pouvoir avoir une trajectoire et pouvoir s'y tenir, et de voir que l'Europe a inscrit cette trajectoire dans ses règles, dans ses règlements, dans sa façon de fonctionner, ce qui veut dire que l'Europe parie et accompagne la décarbonation du secteur aérien et n'est pas dans une logique d'arrêt du vol, mais au contraire dans une logique de transformation de la façon de voler et de trouver les mécanismes pour rendre ça possible et pour contraindre là où c'est nécessaire pour que cette transformation se fasse dans les délais qu'on s'est donnés. Une fois encore, c'est une course de vitesse. Voilà. 2023, on l'a dit 1, 2, 3, 4, 5 fois, va beaucoup se focaliser sur le Salon du Bourget, le premier depuis 4 ans. C'est toujours un événement exceptionnel, mais là encore plus que d'habitude. Et c'est Patrick qui va vous faire un petit briefing de ce qu'on en attend et de ce qu'il faut avoir en tête de votre côté et de tous les volets qu'on va mettre en place au Salon du Bourget pour en faire le très grand succès qu'on espère tous. Patrick, the floor is yours. Merci Guillaume. Le Salon du Bourget, cette année, ça va être en gros 3 grands volets. Un volet travail, un volet qui va aborder nos thèmes principaux, et puis un volet d'une très grande fête populaire dont je vais vous parler. Volet travail, le salon est plein, tout est booké, on aura 50 pays qui seront présents. On dit qu'avec un seul billet d'accès au Bourget, c'est d'ailleurs le billet le plus low cost qui existe, on peut faire le tour du monde en 1 semaine. Et c'est vrai. Il y aura vraiment tout ce qui compte de l'aéronautique présent à ce moment-là. Les grands thèmes qu'on va aborder, vous les avez à l'écran. Nous voulons, à côté du travail, avoir quelques grands thèmes que nous allons mettre en évidence. Le Paris Air Lab avec la décarbonation, Guillaume en a beaucoup parlé. La décarbonation, nous investissons massivement dans la filière. On en parlera, vous verrez tous les éléments qui concourent à la décarbonation dans le Paris Air Lab. Le recrutement, Clémentine en a parlé. Nous aurons, pendant le Salon du Bourget, 2 choses. L'avion des métiers, que vous connaissez déjà, qui va se reproduire, où on va montrer nos métiers. Et puis, pendant le week-end, tous nos stands, tout le Bourget sera tourné vers le recrutement. Nous avons besoin de recruter 25 000 personnes, Clémentine le disait. On aura aussi quelque chose de tout à fait nouveau, qui est le Paris Air Mobility.
je ne vous en dis pas beaucoup plus, vous viendrez voir, on verra tout ce qui est eVTOL, c'est-à-dire ce qu'on appelle les taxis volants. Start Me Up. Start Me Up, c'est une grande action tournée vers les startups. Et à aujourd'hui, nous avons déjà 250 startups qui seront présentes au Bourget. J'espère qu'on en aura encore plus à l'arrivée. Et ensuite, enfin, la grande fête populaire. Alors, juste pour cadrer, la grande fête populaire, je ne vous en parle pas, d'abord. Je ne vous en parle pas, d'abord parce que je vous en parlerai le 7 juin. Nous faisons une conférence de presse sur le Bourget le 7 juin à 11h aux Arts et Métiers. Donc, je vous en parlerai à ce moment-là. Mais ça sera vraiment quelque chose d'assez fantastique. Venez et vous verrez, ça sera une vraie grande fête. Alors, globalement, et j'en finirai là, nous essayons, dans ce salon du Bourget, de montrer ou de contrer un certain nombre d'idées préconçues. L'aéro, c'est conservateur. Ils ne savent pas se projeter dans le futur. Oui, avec Startup. Oui, avec Paris Air Mobility. Oui, avec le Paris Air Lab. Vous n'avez pas honte d'être en aéronautique? Même pas honte. On est une des filières qui a le plus investi depuis sa création pour diminuer l'impact carbone, et ce que nous faisons aujourd'hui est encore beaucoup plus considérable. Et enfin, la fête, eh bien, rendez-vous au Salon du Bourget pour voir la fête pendant le week-end. Merci à vous tous, et je vous attends tous. Merci.